Ce sujet me permet de rencontrer des questions sur l'électromagnétisme, la mécanique du fluide et un petit peu diffusion thermique. Physique en Arctique. Donc on voit que le sujet porte sur une boussole et la première question est: pourquoi la boussole à l'équilibre indique-t-elle le nord? Cet équilibre est-il stable? Alors pour répondre à cette question, le plus simple c'est de partir de la définition de l'énergie potentielle, EP égale moins m scalaire B, qui se transforme en EP égale moins mb sinus θ, et de dire que la position d'équilibre stable du dipôle méthostatique correspond au minimum d'énergie potentielle. Donc ce minimum d'énergie potentielle sera obtenu si seulement si M et B sont alignés et de même sens. Conclusion, l'aiguille est dirigée vers le nord magnétique. Deuxième question. On note il moment d'inertie, l'aiguille est montée relativement à son axe de rotation delta, légèrement écarté de sa position d'équilibre. L'aiguille est montée aussi une période, pseudo-période τ-os. Montrer que la connaissance de M, τ-os et I permet de déterminer une des composantes du champ magnétique, laquelle? Alors, question classique, et vu qu'on nous donne le moment d'inertie, on va partir sur le théorème du moment cinétique. Alors, on applique le TMC, oui. Del 0 se T égale somme des moments des forces. On projette sur ER. Donc, par définition du moment d'inertie sur un axe, on écrit I alpha point point, égale moins MBH sinus alpha, parce que le plan orthogonal ER est le plan horizontal. Dans cette question, on néglige les frottements. On obtient alors une équation différentielle, type oscillateur harmonique si on suppose que les angles sont petits. On va poser MBH sur I égale à oméga 0 carré. Oméga 0 carré nous permet de passer à τ-os en disant que oméga c'est 2pi sur τ-os. Et on en déduit τ-os, qui a donc la formule τ-os égale 2pi racine de I sur MBH. On déduit BH. Et on peut conclure, pour rappeler à la question, c'est bien la composante horizontale que l'on peut déterminer par cette méthode. Troisième question. Exprime un point à la surface de la Terre et en coordonnées sphériques le champ géomagnétique en fonction de μ0, m0 et rt. Alors, dans l'axe du sujet, on nous donnait, tout à la fin, le champ magnétique créé par un dipôle. Donc on va utiliser cette expression pour répondre à la question. Donc on recopie l'expression de ce champ magnétique ici. Le R, bon c'est une notation pas très classique, c'est RER. Le moment, on nous propose un énoncé qu'il est suivant EZ. On remplace M, on remplace R. Un petit dessin pour faire les projections. Après, on aurait pu carrément partir de cette formule, parce que des fois, elle est connue aussi. Donc, on va l'obtenir. ER, EZ, ça fait cos θ. On écrit l'expression de EZ, ici. Pour l'exprimer en fonction de ER, Eθ. On a 3 cos θ moins cos θ, ça fait 2 cos θ ER, plus sinus θ Eθ. On va introduire la latitude. Lambda, c'est pi sur 2 moins θ. On remplace ici notre θ. Vu que cos pi sur 2 moins lambda égale à sinus lambda, on obtient l'expression qui est en dessous. Pareil pour le sinus pi sur 2 moins lambda égale cos lambda. D'où l'expression de B recherchée en fonction de lambda. On va relire la question pour être sûr d'avoir bien répondu. Et passer à la question 4. En fonction de μ0, m et rt, on est bon. Et en plus, on a lambda. Préciser le signe de m0 pour estimer sa valeur numérique. Quelles sont la direction et l'intensité du champ géomagnétique au pôle magnétique nord et sud. Alors, on prend l'expression de B. On peut voir à l'équateur, on pose lambda égale 0. Et on voit qu'à l'équateur, ici, on peut faire tourner
un petit peu nos vecteurs. Eθ sera égal à moins Ez, d'où le B équateur qu'on a ici. Or, dans l'énoncé, on dit que B équateur est dirigé du sud vers le nord. Nous ici, on a un B équateur suivant moins Ez. Donc ça ferait un B comme ça. Si on ne change pas le signe. On remarque que nous, c'est irré du nord vers le sud. Donc ça signifie que M0 est négatif. Okay. On peut en déduire ce calcul M0. Et par application numérique, on trouve moins 8 puissance 22 ampères mètre carré. Maintenant, si on s'intéresse au pôle nord et au pôle sud, on remplace les valeurs de lambda, pôle nord et pôle sud. Au pôle nord, on peut voir sur le dessin qu'on a Ez égale ER. Par contre, au pôle sud, on a ER égale moins Ez. Donc ici, on a remplacé, plus ER moins ER. On remplace les vecteurs en fonction. Pardon, ça c'est la formule, excusez-moi. Quand on tire de la formule, et quand on remplace ER par plus EZ ou ER par moins EZ, en fait, on a les deux mêmes expressions du champ B, qui tous les deux dirigés vers moins EZ. L'application numérique nous donne cette fois 6-10-5 Tesla. Question 5. Alors, question un petit peu plus dure, parce qu'il va falloir introduire des angles. Dans l'hémisphère nord, quel est le signe de D? Calculer tangent D en fonction de lambda, puis tracer l'allure de la courbe de D en fonction de lambda, pour toutes les valeurs de lambda du pôle sud au pôle nord. Pourquoi disait-on parfois que les boussoles s'affolent à proximité des pôles? Peut-on déterminer au moins d'une boussole si on se trouve dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud? Alors on va répondre à ces questions. Alors, il fallait faire à tout prix un schéma pour mieux comprendre la situation. Donc l'angle D est en fait l'angle entre B et ce qu'on appelle B normal ici dans l'énoncé. Okay. On peut prendre, donc on voit sur le dessin que Bn sur B c'est cos D et que Br sur B c'est sinus D. Non, je vous ai représenté ici Eθ pour voir qu'en fait Bθ c'est moins Bn ou Bn c'est moins Bθ. Donc quand on fait le rapport des deux, tangente θ c'est égal à moins Br sur moins Bθ. Ce qui donne que tangente D, alors là il faut reprendre les expressions de Br et Bθ qu'on a au-dessus ici. Ça c'est, si on compte pas le facteur qui est devant, c'est Br, et ça c'est Bθ. Okay. Donc quand on fait le rapport des deux, on voit que ça va faire 2 tangente lambda. Alors tangente D c'est donc moins Br sur Bθ, et comme il y a le moins, ça fait moins 2 tangente lambda, et on a le lien entre tangente D et tangente lambda. Alors, nous demander de tracer D en fonction de lambda. Donc, on peut prendre quelques points pour faire ça. Donc, ici, à moins pi sur 2 donne pi sur 2, moins pi sur 2 donne pi sur 2, pi sur 2 moins pi sur 2 plutôt. Et j'ai calculé aussi la valeur en pi sur 4 et moins pi sur 4, et on obtient en valeur absolue 63 degrés. D'où la courbe tracée ici. Et pour les petits angles, vu que tangente x égale x, on doit retrouver D égale moins 2 lambda. Alors qu'est-ce qu'il demandait exactement? Après le tracé... Alors pourquoi disait-on parfois que les boussoles s'affolent à proximité des pôles? Alors au pôle, le souci c'est que BH vaut 0. Donc en fait on va pas pouvoir mesurer ce champ. Donc en fait la boussole va mesurer les champs parasites ou les fluctuations du champ BH. C'est pour ça que la boussole va fortement s'exciter au pôle nord ou au pôle sud. Après, pour savoir si on est au pôle nord et au pôle sud, il faut se placer par rapport à l'autre composante de B. Or, vu ce qu'on a vu tout à l'heure au début, par rapport au B-pôle qu'on avait calculé ici, on sait que le champ B est dirigeant vers moins EZ. Ça fait que si on est hémisphère nord,
l'aiguille va plonger vers le sol, et l'hémisphère sud, l'aiguille pointe vers le ciel. Ça nous oblige à tenir la boussole dans un plan orthogonal au plan horizontal. Il faudra prendre la boussole dans une position qui n'est pas la position classique pour pouvoir vérifier ceci. Question 6. Alors on change de partie. La glace de la banquise. Et alors là on va partir sur une partie mécanique maintenant. Les chiens sont reliés au traîneau par des éléments de corde tendus de masse négligeable et inextensible, montrant qu'un tel élément de corde transmet les tensions et que celles-ci sont collinaires à la corde. Alors j'ai fait un petit dessin d'éléments de corde ici. Si on applique le PFD à cet élément de corde, donc on fait somme des forces égale 0, on applique aussi le TMC, somme des moments égale 0. En utilisant l'expression de la première dans la deuxième, on obtient dx de EX vectoriel moins 2TX égale 0. Donc on en conclut qu'en norme, TX égale TX plus DX, d'après la première relation. Donc effectivement la corde transmet les tensions. Et en plus, par la deuxième expression, vu qu'on n'a pas TX égale 0 et DX égale 0, et que donc c'est le produit vectoriel qui va être 0, on a donc que TX est collinaire à EX. Les tensions sont donc collinaires à la corde. Ici on avait 3 possibilités, on garde celle qui est intéressante. Deuxième question 7. Le trajet se fait soit à l'horizontale, soit sur une faible pente ascendante caractérisée par l'angle alpha à l'horizontale. Montrez que dans ce dernier cas, tout se passe comme dans un mouvement horizontal, sous réserve de remplacer mu d par mu prime d qu'on exprimera. Alors, comme toujours, il fallait faire un schéma. Voilà, je représente les différentes forces. On applique le PFD à notre traîneau. Donc la réaction tangentielle, la réaction normale, le poids, la tension. On projette sur les deux axes. Donc le mouvement se fait suivant l'axe EX. Donc MdV sur dt sur x existe. On écrit les 3 forces comme une composante sur x. Par contre sur OZ, le chariot n'est pas censé décoller. Donc l'accélération est nulle. Et on représente les deux composantes des forces comme une composante suivant Z. On essaie de ne pas se tromper sur les projections, hein, comme toujours. Ici. Alors là on utilise les lois de Coulomb. Si à glissement, on a la relation RT égale mu dRn. On remplace donc dans l'équation 1, mdv sur dt égale t moins mu d, mg cos alpha moins mg sinus alpha. Et là on va faire le lien avec si le glissement était uniquement horizontal. Donc si c'est uniquement horizontal, le glissement, on aurait t moins rt, et rt égale mu prime d mg. On remplace ici donc le rt qu'on aurait, on va être rt prime, par moins mu prime, attention il n'y a pas le t à prendre, hein. Par moins mu prime d'mg, et quand on fait l'analogie entre les deux résultats, on a donc mu prime d égale mu d cos alpha plus sinus alpha. Si l'angle est petit, comme semble l'indiquer l'énoncé, on peut approximer cos alpha et sinus alpha alpha, d'où la réaction qui est en dessous. On passe à la question 8. Déterminer la valeur minimale de F0 permettant le démarrage du traîneau. Donc là on voit qu'on va rester sur la loi de Coulomb, sur l'autre aspect. Alors cette fois, si le traîneau est immobile, donc déjà pas d'accélération sur les deux axes, et s'il n'y a pas de mouvement, on a donc l'autre loi de Coulomb, RT, donc là j'ai mis un mu statique, RT inférieur à mu SRN, comme RT égale F0, on induit que F0 est inférieur à mu SMG. Donc la valeur limite c'est l'égalité, et on obtient 400 newtons. Question 9. La vitesse de traîneau en régime stationnaire est V0 égale 3 mètres par seconde, atteinte à 5% près au bout d'un temps de T1 égale 5 secondes. Alors exprimé d'une part bêta en fonction de M et T1, et d'autre part F0 en fonction de bêta, V0, mu D, M et G. Calculer leurs valeurs respectives. Alors on reprend nos équations.
mdv sur dt égale f0, mais on rajoute cette fois cette force de frottement. On suppose que le traîneau sur un axe horizontal pour simplifier. On recopie ici, donc toujours, dans le cas du glissement, on remplace donc RT par mu dmg, Rn par mu RT par mu dmg. Alors parce que, hop, Rn égale mg. On obtient une équation différentielle du premier ordre avec un second membre. La solution peut s'écrire a exponentielle moins t sur tau plus f0 mu dmg, le tout sur bêta. Tau, on voit que c'est bêta sur m, m sur bêta. Et on utilise les conditions initiales pour déterminer a. Donc initialement le traîneau n'a pas de vitesse, d'où la relation connue vt égale v0, 1 moins exponentielle moins t sur tau. On remarque bien que si t vaut 0, ça fait 1 moins 1. On a bien une vitesse nulle initialement. On rappelle les valeurs qu'on a obtenues, tau égale m sur bêta et v0 égale f0 moins mu dmg sur bêta. Alors pour l'histoire des 5%, la vitesse à t1 sera 0,95% de v0. On remplace l'expression qui est ici. Donc ça fait 1 moins exponentielle moins t1 sur tau égale 0,95. Bon, et après un petit calcul, ça fait passer le 1 de l'autre côté, ça fait 0,05, on fait sauter les deux moins. ln de 0,05, c'est ln de 1 sur 20, comme il y a un moins, ça fait t1 égale tau ln de 20. L'application numérique, on en déduit, nous donne 300 kg par seconde. Et pour f0, pardon, parce que je ne l'avais pas encore calculé, quand on le sort de cette expression-là, on obtient 1,1 kN. Alors la question 10, qui pour moi était une des plus difficiles d'exercice du sujet, toujours avec un scotant de V0, traîneau à bord d'une courbe à plat considérant un cercle de centre O. Et de rayon R, les chaînes ici en un seul point C doivent tirer vers l'intérieur du cercle. Détermine en fonction des données la tension T de la corde et l'angle θ entre la force de traction et la trajectoire. Donc ce qui simplifie quand même beaucoup la question, c'est qu'on nous a donné le schéma. Comme ça on visualise bien ce que c'est cet angle θ. Alors le mouvement est circulaire et uniforme, ce qui me permet de prendre l'accélération connue des mouvements circulaires uniformes. Donc moins v0 sur r ER égale t plus rt, les forces présentes, dans le plan considéré. On projette, grâce au schéma. On remplace rt par mu dmg. On a donc deux expressions ici, dont on va faire le rapport, et on va élever au carré pour avoir t carré. Élever au carré pour supprimer le terme en θ. Donc on obtient tangente θ égale v0 carré sur mu drg, et t carré après quel calcul, qui a cette expression-là. Alors il n'y a pas d'application numérique ici, je crois. On va pouvoir passer à la partie diffusion thermique. Alors petite partie diffusion thermique, ce qui commence par en fait l'équation de diffusion thermique à retrouver. Alors d'après le premier principe, on va appliquer une tranche de hauteur des Z, donc du égale W plus dQ. Comme ici l'évolution est à se faire à pression constante, on va partir sur ce dH égale dQp. L'expression de dH, c'est ρg, cg, dt sur dt, dts, dz, en fait ça c'est un dτ. Donc c'est ρ dτ, c'est la masse, fois cg la capacité thermique massique. dt sur dt, dt, c'est le t de t plus dt moins t de t. Et ça c'est donc égal à dq, on utilise le vecteur j pour exprimer le dq, donc c'est js fois dt, on n'essaie surtout pas oublier le dt, de façon de passer de la puissance à l'énergie. Bon là je suis allé un petit peu vite, peut-être faut passer un peu plus de temps sur la question, faut mieux faire le bilan de chaque côté. On utilise le loi de Fourier pour remplacer le terme en j, ici. On fait passer ce terme de l'autre côté pour avoir l'équation caractéristique de la diffusion. dt sur dt égale d de t sur dt2. Oups, c'est pas bien fait, c'est un z ça.
12, pardon, détermine une expression donnant l'ordre de grandeur de tir dt de diffusion thermique au sein de la glace en hauteur delta Z. Quelle durée doit-on attendre pour pouvoir considérer que position assez lente à température Tg ne dépend pratiquement plus du temps? C'est ce qu'on attend par assez lente. Alors on travaille en ordre de grandeur. On ne fait pas résoudre l'équation de diffusion. Donc j'associe au temps delta t, aux longueurs, le temps caractéristique delta z. On obtient cette expression. Alors, par rapport aux questions proposées maintenant, si la durée de formation de l'épaisseur de glace Zg est supérieure à delta t, on pourra alors considérer la température de la glace indépendante du temps. On aurait pu donner un nom à cette durée de formation.